C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue 41e numéro de C'est l'info, je suis ravi de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, la ministre de la Culture Françoise Nyssen a présenté ce lundi son projet de réforme de l'audiovisuel public avec notamment comme mesure la suppression de France 4 sur la TNT. Focus à suivre dans une poignée de secondes avec Franck Payanav. Ce jeudi était discuté pour la première fois à l'Assemblée nationale la loi sur les fake news, une loi sur les fake news tant voulue par Emmanuel Macron et une loi qui fait surtout débat. Pour en parler, François Bernard Hugues, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de Fake News, la grande peur chez VA Presse. Vous le savez peut-être, ou en tout cas vous l'avez tout du moins constaté depuis quelques jours, s'abattent partout en France orages, pluies et inondations. Et Denis Delbecq l'affirme, les climatologues constatent sur la durée un réchauffement climatique et les journalistes spécialistes du sujet. Nous partirons également dans les cantines, du bio dans les cantines avec Ella Micheletti, au Maroc avec Michael Assoumou qui constate que depuis fin avril, des Marocains protestent dans la rue avec en cause une inflation inattendue des prix et une mobilisation qui a pris de court les élites. Et puis enfin, Canal+ en roue libre, ce sera la chronique des coulisses de l'info à retrouver avec Gaëtan Helmans. Focus cette semaine avec Franck Payanav. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. En duplex donc de Pau, bureau c'est l'info de Pau. Franck, nous allons parler avec vous de la réforme de l'audiovisuel. Françoise Nyssen tenait une conférence de presse en début de semaine, c'était lundi matin, et elle a fait quelques annonces, des annonces importantes même, notamment au sujet de France 4 et de France O. Oui, alors déjà il faut parler de ce que représente l'audiovisuel public. Alors l'audiovisuel public, c'est formé, c'est vestiges entre guillemets, c'est l'éclatement de l'ORTF avec la formation de ces différentes sociétés de télé, de radio et de production également. L'audiovisuel public, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5, France O, France Info TV et également le réseau La Première pour les Outre-mer. C'est également Radio France avec France Info, France Inter, France Culture, etc., etc. Il y a également l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel chargé des archives. Et puis, il y a également les services, entre guillemets, un peu plus étrangers, comme notamment Arte, la chaîne franco-allemande, ou encore France Média Monde, propriétaire de RFI, également France 24. Et puis, on ne peut pas oublier également TV5 Monde, qui est capté par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Maintenant, pour la réforme, ce qui a été annoncé par Françoise Nyssen, c'est beaucoup de modifications. Et notamment une qui attriste certaines personnes, c'est notamment la fin de la chaîne France 4. En effet, la ministre de la Culture a demandé à libérer le canal 14. On ne sait pas encore officiellement pourquoi, néanmoins, quelques hypothèses circulent, notamment une bien fondée, mettre à la place de France 4, France Info. Pourquoi ? Parce que France Info a du mal à décoller depuis sa création il y a désormais presque 2 ans, au mois de septembre. Et puis surtout pour passer devant les autres chaînes, en effet. À la 14, il y aurait France Info, à la 15, BFM et à la 16, CNews. C'est pour ça que dans la foulée, BFM TV s'est entre guillemets agacé de cette annonce. On verra dans les prochaines semaines comment tout cela va évoluer. Pour le cas de France 4. Pour le cas de France O, cette fois-ci, modification également. On ne sait pas encore si ça sera une suppression ou une modification de diffusion sur les plateformes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens regardent la télévision à travers les box. Mais peut-être que le canal 19 pourrait être libéré. Cette fois-ci, il y aura une consultation, notamment avec les citoyens d'outre-mer. En effet, France O, il ne faut pas l'oublier, est la vitrine de la culture d'outre-mer, ici, en métropole. Oui, quelques autres modifications, des modifications mineures, notamment au niveau de France 3. Oui, enfin, modification mineure, mais qui permettrait à France 3 de retrouver, entre guillemets, son ADN de télévision de proximité, de télévision régionale. En effet, attends, on va refaire parce que... Excuse-moi, il y a le chat qui m'a grimpé dessus. Putain.
Saloperie, va. Bon, alors du coup, je vais faire la fin de. Enfin, je vais refaire la réponse. Donc, c'était par rapport à France 3. Tu veux que je te repose la question? Non, je vais le faire. Ok, vas-y. Alors oui, modification notamment au niveau de France 3, parce qu'il ne faut pas oublier que France 3 est une chaîne de proximité, une chaîne régionale, ce qui permettrait donc de retrouver son ADN à la troisième chaîne. Pour cela, la ministre planche notamment sur la mise en place de programmes communs d'une matinale entre le réseau France 3 et le réseau France Bleu. Il y a quelques soucis néanmoins à prendre en compte, c'est que France 3, il y a 24 stations régionales et pour France Bleu, il y a 44 locales. C'est-à-dire que sur une matinale de France 3, il pourrait y avoir une, deux, trois, voire quatre stations de France Bleu mobilisées. Bien sûr, tout cela va encore devoir être modifié, mais en tout cas, l'idée plaît notamment au niveau des salariés de France 3 parce que ça permettait de tout simplement se rapprocher de l'ADN de la chaîne, comme je vous disais, l'idée de cette télévision régionale. Mais cette idée, elle existe déjà depuis un petit moment, notamment en Nouvelle-Aquitaine, parce que depuis le début d'année, un projet trotte, notamment du côté du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et également de France 3 Nouvelle-Aquitaine. C'est une chaîne qui va être lancée sur les box, ça sera à partir du mois de septembre. France 3 NOA, N-O-A, rien à voir avec la noix, je tiens à le préciser quand même. Mais ce projet a néanmoins permis, souvenez-vous, on en parlait en début de saison, de sauver les stations locales de France 3 Pau Sud-Aquitaine, France 3 Escalier Pays Basque et également France 3 Périgord. Ça sera une chaîne qui sera diffusée sur les box. Les tests commencent dès cet été avant une mise à l'antenne qui est prévue cette fois-ci au mois de septembre. Oui, et puis alors vous l'expliquiez en début d'intervention, Franck, l'audiovisuel français, ce n'est pas que France Télévisions et Radio France, c'est aussi d'autres groupes, dont France Média Monde, qui fait partie des grands oubliés de cette réforme. Et oui, et pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses à dire sur ces autres médias, mais il y a également des oublis à France Télévisions. On n'a pas parlé du projet à venir pour France 5, et pour France 2, on annonce tout simplement le retour des dessins animés. Petite déception en tout cas pour la chaîne qui se veut être la chaîne peut-être la plus importante de la télévision publique. Après, au niveau radio, à part France Bleu, aucun projet n'a été annoncé, que ce soit pour France Inter ou France Info. On peut quand même dire que France Info a eu droit à une mini-réforme de l'audiovisuel à elle toute seule avec la création de la chaîne télé France Info sur le canal 27 de la TNT, mais sinon il n'y a pas eu beaucoup d'informations, notamment France Média Monde, par exemple, avec France 24, qui est maintenant diffusée partout en France grâce au biais de France Info, la nuit entre minuit et 6h, une chaîne qui est extrêmement regardée, qui a lancé en début d'année un 4e canal, cette fois-ci diffusé en espagnol, et puis également RFI, une radio qui est très écoutée, je peux même vous le confirmer pour avoir été à Barcelone, c'est une radio qui est très importante, notamment pour les expatriés ou également les touristes français qui veulent garder ce lien avec la France. Du côté de l'INA, pas de nouvelles réformes prévues. En tout cas, TV5 Monde, TV5 Monde et Arte, là ça va être plus compliqué parce qu'il y a plusieurs participants. L'Allemagne pour Arte et pour TV5 Monde, il faut le faire avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse ou encore le Canada. C'était Franck Payenav, donc en duplex de Pau, pour ce focus spécial consacré à la réforme de l'audiovisuel public et des synergies qui se feront donc à tous les étages. Franck, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Sachez que, toujours à ce sujet de cette réforme de l'audiovisuel public, nous devions avoir en interview Jean-Marie Cavada, ancien député européen, et ancien président de Radio France, qui est l'artisan, si vous voulez, de la création en 2000 des chaînes France Bleu. Nous devions la voir donc ce week-end. Nous espérons la voir la semaine prochaine. En tout cas, dès que l'interview sera faite, elle sera publiée sur le www.c-l'info.fr. Nous sommes navrés en attendant de ne pas avoir pu la voir cette semaine. Après l'Allemagne, la France s'apprête à légiférer les fake news. Les députés ont commencé à discuter ce jeudi autour de 2 textes très controversés et destinés à lutter contre la manipulation de l'information. Ce texte a été voulu par Emmanuel Macron qui, durant la présidentielle 2017, a été la cible de diverses fake news. Pour en parler, nous recevons le spécialiste de ces fake news, c'est François Bernard-Hugues. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche à l'IRI
Brice, spécialisé dans la communication et l'intelligence économique et auteur en mars dernier de Fake News, la grande peur chez VA Press. Alors pour commencer, une question qui peut paraître à la fois simple et en même temps impossible, comment définir une fake news ? Eh bien, alors, finalement, on n'a pas retenu l'anglicisme de fake news qui était très critiqué parce que tout le monde l'emploie. Les démocrates l'emploient contre Trump aux États-Unis et Trump l'emploie de son côté contre les médias. Alors, moi, je sais pas ce que c'est que la vérité, mais je sais ce que c'est qu'un mensonge. Donc, il me semble qu'on pourrait définir la fabrication de fausses informations, par exemple par le trucage de l'image ou par des faux témoignages ou en rapportant faussement des propos de quelqu'un, ça serait une falsification, mais ça existe déjà dans notre droit depuis la loi de 1881. Alors, ce que propose la nouvelle loi en cours de discussion, c'est de frapper on a dit à un moment les fausses nouvelles, et il semblerait que dans la version définitive, ça serait les fausses informations en les définissant d'après l'absence, le fait qu'elles seraient à la fois peu vraisemblables et peu vérifiées. Alors là, on rentre dans quelque chose d'extraordinairement subjectif. Quel est le degré de vérification, quel est le degré de vraisemblance que je dois accorder au fait que Marian a eu lieu en 1515, que Dieu existe, que le glyphosate est dangereux ou que l'homéopathie n'est pas scientifiquement efficace. Là, on est rentré dans quelque chose d'extraordinairement flou qui va probablement donner lieu à des abus idéologiques. Oui, des abus idéologiques et justement, on constate que évidemment ces fake news, elles sont souvent non lues, relayées sur les réseaux sociaux sans avoir pris la peine d'en vérifier l'unique source. Qu'est-ce qui va différer la nouvelle loi Macron sur les fausses nouvelles de celle dont vous en parliez donc tout à l'heure dans votre introduction du 29 juillet 1881 ? Alors, la loi du 29 juillet 1881 incrimine le fait d'avoir fabriqué. Donc ça veut dire, si vous pouvez prouver que quelqu'un a truqué une photographie ou un témoignage, dans le but de perturber gravement l'ordre public, hein. Il ne s'agit pas de punir tous les mensonges de la vie quotidienne. Nous mentons tous les jours dans la vie quotidienne. Nous disons que nous sommes enchantés quand on n'est pas enchanté, ou tu es la plus belle du monde quand c'est pas la plus belle du monde. Mais donc ça serait quelque chose qui serait possible. Ce que je crains, c'est que cette nouvelle loi, d'abord, ça se fera en référé. Alors, comment le juge, dans un temps très bref, vérifiera-t-il si une information qui circule sur les réseaux sociaux est mal vérifiée, peu vraisemblable? Est-ce ça en viendra pas, de manière générale, à dire ce sont les agences de presse, c'est l'AFP ou ce sont les médias classiques, mainstream, qui ont raison, et tout ce qui diverge sur les réseaux sociaux et qui le contredit est suspect. Alors, on peut prendre des tas d'exemples. Oui, mais il peut y avoir en fait un problème d'objectivité dans la sélection des fausses nouvelles, quoi. Oui, alors soyons honnêtes, il y a des milliers de fausses nouvelles qui circulent tous les jours, certaines complètement délirantes sur les soucoupes volantes, d'autres beaucoup plus malicieuses pour abattre un adversaire politique. Bon, je prends deux exemples de fausses nouvelles qui ont eu énormément d'impact aux États-Unis. C'est par exemple, le pape soutient Donald Trump. Bon. Même un enfant de 4 ans ne peut pas croire ça. Et de toute façon, c'est quelque chose qui était facile à démentir en 5 minutes. Mais est-ce que Donald Trump a été filmé par les Russes en compagnie d'une prostituée moscovite? Quel est le degré de vraisemblance et surtout, comment est-ce que moi, honnête citoyen, je peux vérifier cette information, sinon en faisant confiance à la première personne qui l'a émise, en l'occurrence un ancien agent secret qui aime bien se répandre dans les médias. Donc, vous voyez, dès qu'on va tomber sur des cas, on pourrait prendre des exemples historiques. Est-ce que les armes de destruction massive de
Saddam Hussein existe ou pas. Il y a une époque où on aurait dit que les gens qui disaient elle n'existe pas répandent des fake news. De même pour les cas de Timisoara en Roumanie ou pour des tas de choses. Oui, ou l'assassinat de Kennedy, où certaines personnes pensent Oui, qu'il alors, n'était pas seul. Mais alors justement, François Bernard Hughes, si moi demain, en place publique, j'affirme que Kennedy a été assassiné par différentes personnes et non pas uniquement par Lee Harvey Oswald, est-ce que je risque d'être censuré par le gouvernement ? bah écoutez, alors premièrement, ça ne serait pas par le gouvernement, ne soyons pas injustes, ça serait par le juge, par le juge des référés. Alors, le juge des référés, il faut qu'il puisse, pour que c'est la moindre crédibilité, il faut qu'il puisse avoir des éléments de vérification. Là, ça serait une théorie sur un fait passé sur lequel il y a un grand désaccord. Et j'espère qu'en disant ça, vous ne vous verriez pas retirer votre carte de journaliste ou, soyons plus honnêtes, la loi d'ailleurs prévoit la possibilité pour le juge des référés de demander aux GAFA, aux plateformes, à Google, à Facebook, etc., de retirer les informations présumées fausses. Entre parenthèses, c'est ce que font déjà les GAFA, les grands du net. Alors ils le font, ils retirent des milliers de comptes et des milliers d'informations suspectes. Ils le font alors peut-être parce qu'ils sont sincèrement amoureux de la vérité, mais ils le font aussi parce que c'est leur intérêt de ne pas être réputé être dû à la pression, le paradis des complotistes. Dû à la pression des opinions publiques, évidemment. Bien sûr. François Bernard Hughes, est-ce que vous pensez que l'arrivée en décembre dernier de Russia Today en France a influencé Emmanuel Macron dans son choix d'accélérer cette loi sur les fake news qui, on le rappelle donc, est rentrée à l'Assemblée nationale en discussion ce jeudi? Oui, mais indirectement. Alors, première chose à noter, Russia Today n'a pas été pris à diffuser de fausses informations. C'est Libération peu favorable a priori à ce média qui le disait ce matin. Alors, il est évident que c'est un média qui est très orienté idéologiquement, mais si on va par là, il me semble que Radio Vatican est favorable au Vatican, que Al Jazeera n'est pas hostile à l'islam et favorable à l'athéisme, etc., etc. Alors, oui, et même plus simplement France 24 qui porte aussi la voix et l'opinion française. Voilà, vu d'Arabie Saoudite ou de Russie, France 24 peut être vu comme un média de propagande français ou européen ou capitaliste, que sais-je. Et évidemment, France 24 donne peu d'informations, je dirais, favorables à Poutine, par exemple. Donc, il faut soigneusement distinguer l'orientation idéologique. Russia Today a son orientation idéologique, mais Voice of America aussi. Alors le fait que des médias étrangers puissent émettre en français ou sur le territoire français, c'est une chose. Ils auront certainement des options idéologiques. En l'occurrence, ça n'est pas une affaire de fake news, c'est une affaire de risque d'influence sur l'opinion publique. L'influence idéologique dans la langue d'un pays sur la population de ce pays, ce ne sont pas les Russes qui l'ont inventé, ce sont les Américains pendant la guerre froide, quand ils faisaient Radio Liberty, Voice of America, etc. Et ils appelaient ça à l'époque de la diplomatie publique. Donc on retombe sur un problème des années 60, sauf que c'est un front renversé, c'est plus l'Ouest qui ferait de la propagande pour déstabiliser l'Est, mais l'Est qui ferait de la propagande pour déstabiliser l'Ouest. Alors, que Emmanuel Macron, sur le plan personnel, ait très mal réagi à des reportages de Russia Today ou à des rumeurs sur sa sexualité ou sur son compte, je ne sais pas où, à Bahamas, ça peut se comprendre sur le plan humain, mais je fais quand même remarquer que les fausses nouvelles ou les attaques contre Emmanuel Macron l'ont plutôt servi en réalité. Il a pu se présenter comme victime des puissances étrangères, faisant l'objet d'immondes ragots sur sa sexualité alors qu'il vivait avec Brigitte, etc., etc. Donc, en partie par habileté et parce que ses attaques étaient maladroites, par exemple, les fausses preuves de son compte aux Bahamas ou je ne sais plus où étaient un faux assez grossier qui a été repéré par les médias en un quart d'heure. Donc il faut tenir compte de ce facteur quand il y a
une fausse information, c'est-à-dire l'affirmation de quelque chose dont on sait que ça n'a pas eu lieu, c'est très très vite repéré par les 150 dispositifs de fact-checking, par les journalistes, par les internautes, etc., etc. Et au final, ne croient vraiment aux fausses nouvelles que ceux qui veulent y croire. On a un peu tendance à se forger une vérité à la mesure de ses fantasmes ou de ses attentes. Et alors du coup, effectivement, et c'est ce que vous venez de dire, hein, si les fausses nouvelles, les énormités et les énormes fausses nouvelles sont repérées très vite par l'ensemble des médias français, mais aussi donc par l'opinion publique française, quel serait le réel intérêt de cette loi? La question est légitime. Il est c'est peut-être ce facteur personnel dans le trop indice qu'aurait subi Emmanuel Macron. Ça peut être un élément d'explication. C'est quelque chose qui va, à mon avis, en période électorale, va être un argument pour, disons, le cercle de la raison, les pro-européens, pro-société ouverte, pro-économie de marché, pour argumenter que leurs adversaires sont victimes de désinformation et au fond qu'on ne peut penser autrement d'eux, on ne peut penser en dehors du cercle de la raison que si on est stupide, plein de fantasmes ou désinformé par les Russes, la gauchosphère ou la fachosphère. Ça me paraît pas une très bonne idée. Je veux dire, je prends l'exemple de Madame Clinton qui semble croire que si elle n'a pas été élue, c'est parce qu'il y avait des fausses nouvelles sur son compte personnel ou son action comme secrétaire d'État. Si Madame Clinton pense que c'est uniquement à cause de fake news fabriquées à Moscou qu'elle a perdu l'électorat, une grande partie de l'électorat démocrate, à mon avis, elle se trompe et elle ne sera jamais réélue. Oui. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur ces fake news. François Bernard-Hugues, directeur de recherche à l'IRIS, et puis je vous conseille évidemment le livre de François Bernard-Hugues, Fake News, la grande peur chez VA Press, pour explorer au maximum ce sujet qui est quand même passionnant et qui interroge beaucoup de questions et qui mêle aussi beaucoup d'enjeux de ce 21e siècle, à commencer par celui du numérique. Merci beaucoup François Bernard-Hugues d'avoir répondu aux questions de C'est l'Info. Au revoir. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Et là, Micheletti, bonjour. Bonjour Martin. La chronique des Voix de l'Hexagone, on va parler cette semaine du bio, et oui, l'agriculture biologique qui rentre jusqu'à nos cantines. Oui, tout à fait Martin, nous allons nous pencher sur la loi alimentation qui a été votée mercredi 30 mai. Alors tout d'abord, on peut rappeler quelques propositions qui ont été retenues et rejetées. Malheureusement, les mesures les plus importantes, c'est-à-dire l'interdiction de la castration à vif des porcelets, du broyage des poussins mâles et de la vidéosurveillance dans les abattoirs ont été rejetées. Mais parmi les bonnes nouvelles de la loi, on peut citer la généralisation du doggy bag, le renforcement de l'étiquetage des aliments et du vin, et enfin l'introduction de 50% de bio dans les cantines scolaires d'ici 2022. Alors quelques chiffres, en France, en 2017, 1,77 million d'hectares étaient engagés en agriculture biologique et on comptait 53 940 opérateurs, c'est-à-dire des producteurs, des transformateurs et des distributeurs. On a observé une hausse de 13,6% des producteurs bio de 2016 à 2017. En 2016, 9 Français sur 10 ont consommé du bio, dont 7 sur 10 une fois par mois. La majorité des acheteurs sont des urbains et 55% sont des femmes. L'argument numéro 1 de leurs achats est celui de leur santé. Car en effet, nous avons tous tendance à concevoir le bio comme synonyme de parfaitement sain, car le plus naturel qui soit. Or, dans l'enquête du numéro de 60 millions de consommateurs paru le 22 mars, on apprend que certains produits bio contiennent des pesticides et des plastifiants. Alors, pas de panique, ces cas restent très rares. Mais le magazine a testé 74 produits bio et 7 ont franchi la ligne rouge, dont le quinoa français famille Rochefort, qui avait une concentration 10 fois supérieure à la limite maximale de résidus pour le quinoa conventionnel. L'an dernier, une enquête de France 3 avait aussi conclu que les carottes bio c'est bon contenaient des résidus de 3 produits phytosanitaires
interdits quand leurs concurrentes conventionnelles n'en contenaient pas. Là encore, si l'info doit être entendue, elle n'en met pas en cause l'ensemble du bio, surtout quand on sait que les 3/4 des fruits non bio contiennent des pesticides. Et que peut-on reprocher alors au bio dans son état actuel ? Alors ce n'est pas un reproche fait aux produits bio, mais plutôt au phénomène de marketisation qui les touche inévitablement. Le bio est devenu une norme sociale, celle du bien manger qui revient sur le devant de la scène après que les Français ont essuyé depuis les années 50 une américanisation du domaine culinaire avec notamment la création des supermarchés, l'exode rural, l'apparition des fast-foods et des OGM. Mais cela va au-delà du désir d'être en bonne santé, désir on ne peut plus légitime, mais qui devrait relever de l'intime. Bien manger est devenu un marqueur finalement de notre valeur vis-à-vis de la société, plus que de notre désir de convivialité ou d'identité culturelle ou régionale. Le bio a peu à peu été instrumentalisé pour participer à la formation d'un carcan moralisateur et culpabilisant. L'idée d'être une personne négligente de sa santé, de son corps, de son environnement pèse sur nous. Nous avons profité des avancées technologiques du milieu du XXe siècle, de la grande distribution qui nous a porté tout sur un plateau. Et c'est comme si nous voulions renier ce passé aujourd'hui. Nous souhaitons nous donner bonne conscience. Dans sa thèse, le rôle de la culpabilité ressentie dans le consentement à payer, l'enseignante-chercheuse de l'INSEC, Bénédicte de Berlong, va plus loin en analysant cette culpabilité. Pour compenser ce sentiment de culpabilité à l'égard d'une mauvaise alimentation, les consommateurs consentent alors à consacrer une partie de leurs dépenses alimentaires au secteur du bio ou des produits en culture raisonnée. L'autre critique qu'on peut formuler est l'incohérence du gouvernement, car le futur des aides au maintien reste incertain à moyen terme. Le gouvernement avait voulu les supprimer, mais les critiques avaient enflé à tel point que les députés avaient fini par voter le vendredi 17 novembre 2017 la prolongation de ces aides sous forme de crédit d'impôt jusqu'en 2020. Leur montant a lui aussi été augmenté, passant de 2 500 à 3 500 € pour les années 2018 à 2020. A priori, des nouvelles rassurantes, voire même un petit cadeau avec cette augmentation, histoire de faire taire les inquiétudes. Mais quid de l'après 2020 ? Ce rétro-pédalage du gouvernement est-il définitif ? Rien n'est moins sûr. En effet, on peut s'interroger sur la cohérence d'une telle augmentation du bio en cantine si l'avenir des aides au maintien reste incertain dans 2 ans. Économiquement, y a-t-il cependant d'autres raisons de remettre en cause le bien fondé de la mesure ? Disons qu'on peut s'interroger sur une autre crainte évoquée par Gilles Rivière-Weckstein, fondateur de la revue Agriculture et Environnement et auteur du livre Bio, fausses promesses et vrai marketing. Pour lui, en ne pariant que sur le bio, il y a un risque de voir la concurrence s'accroître entre les producteurs étrangers bio et les non-bio français. Or, si on s'est longtemps moqué d'Arnaud Montebourg à cause de ses mises en scène, force est de reconnaître que, sur le fond, il avait raison de plaider pour le manger français et local. La survie de nos paysans en dépend. En outre, Gilles Rivière-Weckstein estime que cette loi a été faite pour faire plaisir au populisme bobo-écolo. Alors, il est vrai qu'en France, on peut parfois assimiler le bio à une clientèle, entre guillemets, parisiano-centrée, adepte du tout sain, du tout grain, et pour tout dire, du tout rien, car ces différents acteurs monopolisent le sujet à travers les réseaux sociaux, et notamment avec des photos de 5 graines de chia dans un yaourt de soja sur Instagram. Or, bio ne vaut pas forcément frugalité, ça ne veut pas forcément dire aliment d'ascète, ce sont les mêmes plaisirs culinaires, mais en se faisant du bien, en évitant les substances dangereuses pour la santé. Et l'image du bio pâtit de ce lien mental que les citoyens peuvent faire. Dans son article pour en finir avec les faux débats sur le bio du 11 octobre 2014, Perico Légas, rédacteur en chef à Marianne, avançait même l'idée que certains font un lien entre bio et écologisme politique. C'est un fait, ce qu'on désigne par bio est bien en principe de la nourriture écologique. Et c'est là, dans le non-dit, que surgit le premier malaise. Il suffit alors d'un double tour de neurones buccales pour assimiler sa tourte aux aubergines bio à Cécile Duflot, son veau aux carottes Vichy bio à Jean-Vincent Placé et son clafoutis aux poires bio à Noël Mamère. Pour autant, l'alimentation ne répond pas à des orientations idéologiques, comme il le précise. Et de conclure, avec cette très jolie formule, on préserve des paysages et des hommes en consommant durable.
Ouais, vous citez donc ici, pour le rappeler aux auditeurs, Perico Légas, rédacteur en chef à Marianne finalement. Et là, on peut affirmer qu'il s'agit d'une mesure positive, mais qu'il faut raison garder et voir finalement au-delà, sur le long terme. Oui, Martin, de façon générale, c'est une bonne mesure, même si quelques points sont à nuancer. Mais elle n'est ni suffisante, ni garante du meilleur futur possible. Il ne suffira pas de se donner bonne conscience en mangeant bio. C'est un système consumériste et mondialisé et une course à la croissance qui doivent être remis en cause et faire l'objet de résistances quotidiennes à tous les niveaux en France. La solution est évidemment de privilégier la bonne chair, le naturel, le gourmand, sans sombrer dans la chienlit des aliments dits healthy qui coupent toute envie. Consommer bio, même ponctuellement, est une très bonne chose, mais consommer français et surtout local l'est tout autant quand le produit est de bonne qualité. Notre santé est un maillon d'une longue chaîne où les paysans français doivent pouvoir vivre décemment, ce qui n'est pas le cas de la majorité, sans être concurrencés par l'étranger. Pour cela, il faut aussi penser en termes de patriotisme et de souveraineté alimentaire. Tous les agriculteurs français non certifiés bio ne font pas pour autant un travail de sagouin et n'ont pas des modes de production toujours sales, intensifs ou cruels. On songe en particulier à des petits paysans qui, sans avoir jamais eu l'idée de passer au bio, n'utilisent pas de pesticides ni d'engrais. Alors le bio est certes garant de qualité, mais il n'est pas irréprochable. Le label seul ne compte pas. Il est un moyen parmi d'autres de prendre soin de nous et non une fin. Un des nombreux actes d'affirmation personnelle des citoyens qui souhaitent se réapproprier leur santé, leur vie, sans se laisser instrumentaliser par les multinationales empoisonneuses ou par les perles amorales de la nourriture. Merci beaucoup Ella pour ce papier complet donc autour du bio, de l'agriculture biologique dans les cantines. Et puis enfin donc pour terminer et pour compléter cette chronique des voix de l'Hexagone, je vous invite à vous rendre sur le site internet d'Ella Micheletti, voixdelhexagone.fr. C'est votre collègue Pierre-Henri Paulet qui a interrogé Ali Essa Al-Yacobi qui revient pour les voix de l'Hexagone sur le processus démocratique irakien interrompu par 4 années de guerre contre l'État islamique. Cet avocat francophone, docteur en droit et professeur à l'université de Bagdad, qui déclare notamment qu'après Daesh, une occasion importante se joue pour reconstruire l'identité irakienne. C'est donc un entretien de Pierre-Henri Paulet. Merci beaucoup Ella Micheletti pour toutes ces précisions autour de l'agriculture biologique et des cantines. Merci beaucoup Martin. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des voix de l'Hexagone à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Depuis 15 jours, les orages se succèdent sur toute la France, un épisode exceptionnel à cette période. Au mois de mai, 182 000 coups de foudre ont été enregistrés, du jamais vu. Météo France ne cesse de placer des départements en vigilance orange, sans compter les inondations dans l'Oise notamment, alors que d'habitude à cette période, nous avons un grand soleil et des températures plus qu'alléchantes. Nous sommes avec Denis Delbecq, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, passé notamment par Libération, Le Monde, Tout Comprendre ou encore Science et Vie, et vous êtes également photographe. Alors à quoi est dû un tel temps et est-ce qu'on va bien finir par nous rendre le soleil quoi ? Écoutez, c'est une situation météo qui est un petit peu inédite pour la saison, effectivement, puisque c'est plutôt une situation qu'on retrouve normalement dans le courant de l'été, au mois d'août. En gros, l'atmosphère, c'est quelque chose qui bouge énormément, ça circule, et il y a des zones qui sont où l'air est lourd, la pression atmosphérique est élevée. Quand dans ces régions, il fait beau. Sont des masses qui empêchent les nuages de passer, des dépressions de passer. Les dépressions, c'est l'inverse. Ce sont des zones où l'air est plus léger, qui se déplace et qui, généralement, amènent le mauvais temps. Alors, ce qui se passe là, c'est que on a une zone de pression élevée qui est installée sur le nord de l'Europe et qui fait que les dépressions qui, d'habitude, passent au nord de la France, plutôt sur l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, etc., avant de remonter vers la Scandinavie, ont tendance à
passer beaucoup plus bas. Et ces dépressions, elles arrivent donc sur le territoire français directement, en rentrant par le golfe de Gascogne, hein, au large de la Bretagne, de l'Aquitaine. Et comme ces dépressions aspirent de l'air au fur et à mesure qu'elles se déplacent, elles amènent de l'air chaud qui vient du sud de l'Europe et du Maghreb et d'Afrique du Nord. Et comme ces dépressions elles-mêmes transportent de l'air froid en altitude, on a un mélange entre cet air froid qui est en altitude et cet air chaud qui est plus bas et qui donne des orages. Voilà. C'est le mécanisme qui alimente ces orages. Et d'habitude, à cette saison, l'anticyclone qui est présent sur le nord de l'Europe est beaucoup plus haut, et il y en a un autre plus bas qui nous protège, qui est au large des Açores, le fameux anticyclone des Açores. Mais là, en l'occurrence, on a cette situation un peu inédite. Alors, les épisodes météorologiques que nous vivons sont-ils justement dus à ce réchauffement climatique ? Alors, en fait, on dit que c'est le débat du moment, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat pour une raison très simple, c'est que on est face à une situation météorologique. Donc ce sont des événements qui se produisent à l'échelle de quelques heures, de quelques jours, et qui sont extrêmement différents de ce qu'on appelle le climat. Le climat, ça se mesure à l'échelle de 10, 20, 30 ans. Donc à chaque fois que survient un événement météorologique inédit ou inhabituel, la question se pose, mais la question n'a pas à se poser pour la simple et bonne raison que personne ne peut répondre à cette question. La seule chose qu'on peut voir, c'est des tendances. Si on regarde sur les décennies précédentes, on voit un certain nombre de phénomènes qui se sont produits, qui sont liés au réchauffement climatique. Mais quand un événement survient, on ne peut pas savoir. Oui, donc finalement, on n'arrive pas encore à savoir qui a raison entre les climato-sceptiques et à l'inverse, ceux qui croient vraiment que nous sommes dans une période de réchauffement climatique. Alors, c'est différent, c'est un problème différent. Ce que je vous explique là, c'est que on ne peut pas, les scientifiques d'ailleurs sont pour la plupart toujours très prudents là-dessus, on ne peut pas affirmer qu'une séquence d'orage inhabituelle au mois de mai, comme on la vit, est la conséquence du réchauffement climatique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce réchauffement, il se mesure, il y a tout un tas de paramètres qui se mesurent depuis des décennies, voire depuis plus d'un siècle. On constate que la température moyenne de la Terre augmente. Elle augmente d'autant plus vite qu'on est loin de l'équateur, donc elle augmente de manière beaucoup plus spectaculaire encore dans les régions polaires, en particulier près du pôle Nord, où on voit par exemple que la banquise a tendance chaque année à être un peu moins en moyenne, un peu moins importante que l'année précédente. On constate par les glaciers qui fondent, notamment et les calottes glaciaires comme celle du Groenland. On le constate par pas forcément plus de cyclones, par exemple dans la zone atlantique, mais des cyclones plutôt plus forts qu'avant. Donc il y a tout un ensemble de paramètres comme ça qui sont scientifiquement indiscutables. Hein. Les gens qui contestent l'idée qu'il y a un réchauffement climatique à cause de l'homme, ce ne sont pas les scientifiques spécialistes du climat, ce sont toujours des gens qui ne sont pas climatologues, à de très rares exceptions près. Les climatologues, eux, voient bien, constatent par un nombre absolument énorme de phénomènes sur la durée, puisque c'est encore une fois, c'est ça qui est important, c'est qu'on constate les choses sur 20 ans, 30 ans, 50 ans. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que ces orages sont liés au réchauffement climatique. On ne peut pas plus dire qu'ils ne sont pas liés au réchauffement climatique, d'ailleurs. On est dans l'incertitude totale, et on ne pourra le voir, par exemple, dans 20 ans, quand on aura 30 ans, 40 ans de recul sur les orages et la mesure de la foudre au sol en France. On pourra dire, alors, dans 20 ans, oui, ça fait partie d'une tendance. Sur du court terme, Denis Delbecq, pour terminer, cet été, il sera beau et chaud. On sait que les prévisionnistes ne se mouillent pas trop là-dessus et ils ont peut-être raison. Oui, la prévision saisonnière, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est peut-être le plus difficile, en fait. C'est plus difficile que de prévoir le temps qu'il va faire dans 2 jours ou dans 3 jours. Et c'est plus difficile que de prévoir le climat qu'il va faire dans un siècle. Parce que finalement, la prévision à l'échelle du climat sur les longues durées, c'est quelque chose qui est maintenant de plus en plus efficace et précis.
Mais sur cette prévision saisonnière, effectivement, je regarde la carte qu'a diffusée Météo France. Elle dit en gros pour l'est de la France, le sud de la France, la Corse, l'Italie, jusqu'à la Grèce, la Turquie, une zone probablement un été plus chaud. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 50% de chances que cet été soit plus chaud que la normale, contre 30% qu'il soit normal, ou 20% qu'il soit plus froid. Merci beaucoup Denis Delbecq, journaliste indépendant et photographe, d'avoir répondu à nos questions, et on espère que donc le temps s'améliorera chez vous dans les prochains jours. On retrouve à présent la revue de presse de Mickaël Assoumou. Mickaël qui va nous parler du Maroc. Depuis fin avril, les eaux Sidi Ali, le lait ou encore la centrale Danone sont boudées par près de 42% des Marocains. Une mobilisation inédite qui a pris de court les élites. On en parle donc tout de suite avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle revue de presse. Au programme de cette chronique, intéressons-nous à la situation touchant le secteur alimentaire au sein du Royaume du Maroc, avec une mobilisation sans précédent issue des réseaux sociaux qui a pris de court élites politiques et économiques. Selon Jeune Afrique, les protestataires s'alarment des conséquences de ce mouvement sur leur poste et toute l'économie. Ainsi, ce mardi 5 juin, près de 2000 ouvriers de centrale Danone ont observé un sitting devant le Parlement à Rabat, quelques heures après la rupture du jeûne. Encadrés par la Confédération démocratique du travail, CDT, et l'Union générale des travailleurs marocains, UGTM, ils ont demandé l'arrêt de la campagne de boycott qui menace leur emploi, comme nous l'explique l'hebdomadaire. La veille, lundi 4 juin, Centrale Danone a publié un avertissement concernant ses résultats, prévoyant ainsi une perte nette de 150 millions de dirhams, soit 13,5 millions d'euros, au premier semestre 2018, soit une baisse de 20% par rapport à la même période l'année dernière. Indiqué par Libération comme étant obligé de réduire ses approvisionnements en lait de 30% auprès des agriculteurs marocains, Centrale Danone a aussi annoncé un plan social, ce qui amène de fait intérimaires et petits exploitants à être les premiers exposés. Illustration de ce phénomène inédit, un épicier avoue ouvertement écouler au compte-gouttes son stock de Sidi Ali, marque d'eau minérale habituellement la plus populaire du royaume, et conclut en marque de soutien qu'il n'a pas réapprovisionné sa réserve depuis plus d'un mois. Fascinant. Le phénomène a démarré le 20 avril, 5 jours après le début du boycott. Mohamed Boussaïd, alors ministre de l'économie et des finances, a qualifié les boycotteurs d'étourdis. Au même moment, nous explique Le Monde, Adil Benkiran, directeur achat et centrale Danone, les désignait comme des traîtres à la nation. Des propos qui ont choqué et galvanisé les protestataires. Désormais, la campagne s'élargit aussi aux sardines, dont les prix ont plus que doublé depuis le début du Ramadan, il y a 3 semaines. Sans surprise, l'opération est très largement suivie. Selon une enquête réalisée le 22 mai par le quotidien marocain L'Économiste, 42% de la population marocaine applique ce boycott, principalement des jeunes, les femmes et la classe moyenne. Néanmoins, pour montrer que le mouvement est une réussite, les boycotteurs n'hésitent pas à publier, par inadvertance ou volontairement, des fausses photos ou des images qui ne sont pas prises au Maroc, dénonce Jeune Afrique. Quelques images difficilement vérifiables annonçant des baisses de prix circulent depuis quelques jours. Pourtant, sur le terrain, les Marocains sont presque tous au courant. En définitive, c'est bel et bien une grande partie de la population qui exprime son soutien au mouvement et dit espérer des baisses des prix. Ainsi s'achève cette chronique sur la protestation d'un peuple face à la vie chère et qui démontre ainsi toute sa volonté à faire entendre ses revendications par tous les moyens, à l'heure où de nouveaux défis économiques et politiques attendent l'Afrique du XXIe siècle. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, tout en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine sans l'ombre d'un boycott. Au revoir. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Oh là là, et lorsque cette musique retentit, il est l'heure de retrouver Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à toutes et à tous. Gaëtan, les coulisses de l'info, et vous le savez donc désormais depuis la prise en main en 2015 de Vincent Bolloré, l'homme d'affaires propriétaire de Vivendi qui a donc récupéré Canal+. Et bien Vincent Bolloré a subi et a fait subir à Canal+ pas mal de changements, autant dans les programmes que dans la hiérarchie, à coup de licenciements, d'arrêt de programme. Un groupe qui a pas mal été malmené, des abonnés qui eux aussi ont pris une radicale décision, celle de se désabonner. Retour donc sur une histoire cette semaine décidément pas comme les autres. L'histoire, Martin, comme vous l'avez si bien dit, commence en 2015.
À ce moment-là, et depuis leur achat en 2012 par Canal de la partie média du groupe Bolloré, à savoir les chaînes de télé appelées encore à l'époque Direct 8 et Direct Star, Vincent Bolloré entre donc dans le capital de Vivendi à hauteur de 1,7%. Mais très vite, tout s'accélère et il devient le premier actionnaire en détenant 5% du capital. Après un jeu de chaises musicales et des réunions houleuses, il entre au conseil de surveillance de Vivendi. Et c'est là que les choses sérieuses allaient commencer. Et parmi les choses sérieuses auxquelles vous êtes en train donc de nous parler, Gaëtan, il y a notamment la refonte des tranches en clair, la fuite des abonnés, la baisse des audiences, la chute des recettes publicitaires. Mais qu'en est-il réellement donc pour l'ensemble de ces choses ? Alors, dans l'ordre Martin, la tranche en clair a été maintes et maintes fois remaniée. Vincent Bolloré a jugé que le clair n'était plus la première importance de la chaîne, préférant laisser ceci aux deux chaînes gratuites, C8 et C-Star. Dès lors, ces plages ont drastiquement diminué. Entre suppression d'émissions, le transfert d'une partie d'entre elles sur C8, licenciement de figures importantes dans d'autres, restrictions budgétaires, inévitablement, la baisse d'audience et des recettes publicitaires ont suivi. Tout d'abord, niveau audience, entre ce que faisait le Grand Journal à l'époque de Michel Denisot et l'Info du Vrai, il y a parfois 1 500 000 téléspectateurs de perdus en 5 ans. Et ils étaient 1 700 000 téléspectateurs en 2012 et ils ne sont plus que 200 000 en moyenne en 2018. De 3,4% de part d'audience sur un an en 2012, on est passé à 1,2% en moyenne en 2017. C'est 2,2% de moins en 5 ans. Et sur la case stratégique de l'Access, elle était de 6,1% en 2012 et plus que de 0,6% en 2017. C'est 10 fois moins. Et pour cette saison, ce n'est guère mieux. Entre septembre et avril, elle n'est que de 0,8%. Du côté de la publicité, ce n'est pas mieux non plus. Si on reprend cette même fourchette de ces 5 dernières années, en 2012, les revenus étaient de 159 millions d'euros. En 2017, ils n'étaient plus que de 16 millions d'euros. C'est aussi le cas pour le chiffre d'affaires de Canal+ en France, qui était de 1 940 millions en 2012. En 2017, c'est 400 000 euros de moins, avec 1 540 millions d'euros. La société d'édition qui était en bénéfice en 2012, avec 157 millions d'euros de bénéfices, est en déficit en 2017, de 128 millions d'euros. C'est l'international qui sauve le chiffre d'affaires du groupe Canal, surtout grâce au continent africain, mais aussi grâce à la Pologne ou encore le Vietnam, et dont les abonnements ne cessent de monter de ce côté-là. Grâce à ça, il n'y a donc pas de perte d'argent pour le groupe Canal. Ils en gagnent même sur une décennie, passant de 3 630 millions d'euros en 2006 à 5 250 millions d'euros en 2016. Il y avait même un record à 5 551 millions d'euros en 2014. Enfin, du côté des abonnements en France, ils étaient 6 millions d'abonnés en 2014. Ils ne sont plus que 4 950 000 désormais. Question simple, qu'ont-ils fait pour essayer d'enrayer, voire d'inverser la tendance ? De ce côté-là, Martin, ils ont par exemple lancé de nouvelles offres ces dernières années, moins chères, pour tenter de récupérer des abonnés. La première a été l'offre TV by Canal proposée aux opérateurs afin de récupérer indirectement des abonnés. Mais même pour cette offre, le nombre d'abonnements chute déjà de 115 000 en 2017. Plus récemment, des offres telles que Canal Essentiel avec uniquement Canal+ et Canal+ décalé. Le même pack mais pour les moins de 26 ans avec un prix adapté, plus ou moins le même prix que l'offre Netflix, qui est, je le rappelle, très prisée chez les jeunes, sans engagement et uniquement sur support mobile, et qui sera lancée, cette offre, dès la rentrée. Et dernièrement, l'annonce d'un partenariat unique au monde, localement parlant du moins, entre Apple et Canal+, qui proposera l'Apple TV en guise de décodeur, sauf pour les clients satellitaires qui ont besoin d'un décodeur spécifique, sera facturé comme actuellement à 6 € par mois, avec les mêmes accès en termes de fonctionnalité que quelqu'un qui aurait acheté l'Apple TV à ses frais. Et avec la perte récente de la Ligue 1 dès 2020 et l'arrêt des Guignols de l'info à la fin de la saison, et qui allaient d'ailleurs fêter leurs 30 ans en août prochain, même s'ils étaient déjà malmenés depuis 3 ans,
Le nombre d'abonnés risque encore de chuter dans les prochains mois et les prochaines années. Reste à savoir si avec cette multitude de nouvelles offres, Canal+ aura un second souffle, une nouvelle jeunesse, pour celle qui va fêter ses 35 ans le 4 novembre de l'année prochaine. Voilà Martin pour ce dossier Canal. Alors je ne serai pas présent la semaine prochaine, dès lors je vous dis à dans 2 semaines, soit le 22 juin. D'ici là, que tout se passe bien pour vous Martin et pour vous toutes et tous qui nous écoutez chaque semaine avec toujours plus de fidélité. À dans 15 jours. Merci mon cher Gaëtan. On se retrouve donc, non pas la semaine prochaine, hein, comme j'allais le dire de manière tout à fait naturelle, mais donc dans 15 jours avec de nouvelles informations médias. On sait que la fin d'année est toujours l'occasion de nombreuses informations et données médiatiques, tout simplement parce que c'est le mercato télévisuel et radiophonique. Hein. On parlait il y a de cela 2 semaines du cas Europe 1, mais il y a évidemment d'autres médias qui sont concernés par ce mercato. C'est l'info aussi, et oui, des nouvelles recrues arriveront dès la rentrée prochaine au mois de septembre. Merci beaucoup Gaëtan, à la semaine prochaine. Reportage à présent pour terminer cette émission, on va parler un petit peu de politique. Alors dans quelques instants nous serons à Lyon pour parler de Lyon et de ses droites, mais avant cela restons à Paris et à l'Assemblée nationale où les députés En Marche s'émancipent. On les dit godillots, disciplinés. Les députés de la République En Marche, LREM comme on dit dans le giron, hein, commencent pourtant à prendre leur marque et leur distance avec les consignes du groupe à l'Assemblée. Ils sont de plus en plus nombreux à déposer des amendements sans avoir reçu la validation du chef de groupe Richard Ferrand. Pas encore une fronde ni une rébellion, mais plutôt 1 an après les législatives, une émancipation comme a pu le constater Julien Chavannes. Pour 12, contre 20-43, il n'est pas adopté. Nous passons au suivant. Le 1400 est défendu, défavorable de la Commission. Plus de 3000 amendements, 80 heures de débat la semaine dernière. L'examen du projet de loi Élan sur le logement a été plus compliqué que prévu pour le groupe En Marche. De nombreux députés de la majorité ont déposé leurs propres amendements, 700 au total, et ce n'était pas prévu. Alors moi, les amendements, je les ai rédigés et déposés en tenant informé le responsable du texte, Michael Mogal. Lauriane Rossi est députée En Marche. Elle a rédigé une dizaine d'amendements sans passer par le filtrage du groupe. Je ne pense pas avoir être en contradiction en tout cas avec la position du groupe. Il ne s'agit pas d'une fronde comme certains médias veulent bien le laisser penser. Je pense que tout simplement, nous, en tant que parlementaires, y compris la majorité, on a à cœur aussi d'enrichir les textes. Cette élue novice en politique est pourtant connue pour être une bonne élève. Comme elle, de nombreux jeunes députés ont pris de l'assurance depuis leur arrivée au Palais Bourbon. Logique selon l'entrepreneur et député marcheur Bruno Bonnel. Il fallait qu'on apprenne des outils, ça c'est derrière nous. Aujourd'hui, il faut qu'on règle comment on va les utiliser d'une façon, encore une fois, différente peut-être d'avant, et pas rentrer dans une logique de l'amendement, mais peut-être une logique de dialogue différent. Ça va surtout forcer le gouvernement, peut-être, à commencer à changer d'attitude avec les députés, et ça va être intéressant. Pousser le gouvernement à consulter, à respecter un peu plus le travail des parlementaires, car beaucoup de députés En Marche se sentent en effet sous-utilisés par le gouvernement, confirme un membre du groupe. Un autre est plus direct. On s'emmerde. Cette émancipation fait évidemment grincer des dents à la direction du groupe. Gilles Legendre est porte-parole. L'émancipation serait probablement une version un petit peu flatteuse de la citation que vous venez de décrire. On sait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à corriger. Il s'agit en rien de brider ni les enthousiasmes, ni les initiatives, encore moins le droit des uns et des autres d'avoir un point de vue sur un texte. En revanche, qu'on renforce la dimension collective du groupe autour de ce travail, ça je pense que c'est un défi que nous sommes parfaitement capables de relever. Gilles Legendre rejette l'idée d'un tour de vis à venir, mais la consigne est claire, pas question de voir les élus En Marche faire n'importe quoi pour se faire connaître. Un député de la majorité a une autre explication. Entre godillots et frondeurs, il peut y avoir plusieurs nuances d'indocilité, des nuances qui pourraient disparaître dans quelques mois. Ce sera pire avec les lois de bioéthique et le sujet de l'euthanasie. Il y aura vraiment 2 camps opposés au sein du groupe, prédit déjà un député En Marche. C'est à Lyon que se tenait la semaine dernière le Conseil national pour opérer le changement de nom, pour passer de Front National à Rassemblement National. Et figurez-vous donc que cela, je vous le disais, donc, se tenait à Lyon, où Marine Le Pen y a annoncé le vote des militants. Un moment important dans une ville, Lyon, au profil un peu particulier. Le Front National n'y fait pas de gros scores, mais plusieurs groupuscules d'extrême droite y font beaucoup parler d'eux. Manifestations indirectes,
indirects, actes d'intimidation, des agressions physiques leur sont même attribuées à tel point que des voix s'élèvent pour demander la dissolution de certains d'entre eux. Et figurez-vous que c'est aussi à Lyon, capitale des Gaules, que Marion Maréchal ouvrira son école en septembre. Lyon, carrefour des droites radicales, c'est la question que s'est posée Anne Souhaitemont. On est au 18 rue du Port du Temple dans le 2e arrondissement de Lyon. Ça correspond en fait à l'adresse du bâtiment qu'on avait réquisitionné l'année dernière. Steven Bissuel est le créateur du Bastion Social. Ancien militant du GUD, il s'est fait connaître l'an dernier lorsqu'il a lancé la réquisition d'un bâtiment pour y loger des Français enracinés, selon ses mots. Quand on voit à l'heure actuelle que énormément d'associations pratiquent le communautarisme, à savoir faire passer les clandestins avant les nationaux, c'est une chose dans une société saine qui est inconcevable. Pour répondre à un groupe d'extrême droite de plus en plus organisé qui profite des réseaux sociaux pour communiquer, un collectif d'associations et de syndicats s'est formé. Le collectif pour la fermeture du pavillon noir, du nom du local du Bastion Social, qui est loin d'être le seul dans le quartier, explique Julien, membre du collectif. Du coup, dans le quartier là, du 5e arrondissement, on a donc ce nouveau local du pavillon noir là, ouvert depuis janvier, géré par le GUD Bastion Social. À une rue de là, on a la Traboule, donc le local identitaire. Juste en dessous de la Traboule, le local qu'ils ont ouvert en 2016, qui est une salle de sport réservée aux nationalistes. Et un peu plus loin dans le quartier, on a un petit local qui s'appelle la Maison Bleue, qui est le local du Parti national français de Benedetti. Ces groupes ultras ne représenteraient qu'une petite centaine de personnes, très visible, relève Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Parce que dans pratiquement toutes les métropoles de province, il existe des noyaux de militants d'extrême droite. Ils n'ont pas partout la visibilité qu'ils ont à Lyon, où il y a plusieurs locaux ayant pignon sur rue, où il y avait, dès les années 90, une librairie d'extrême droite qui a disparu depuis. Bonjour, bienvenue en mairie d'arrondissement. Nathalie Perrin-Gilbert est maire du 1er arrondissement. Elle constate surtout un regain d'actes d'intimidation de ces groupes. Nous avons des personnes qui se revendiquent soit du Bastion Social, soit de la Traboule, qui viennent sur le 1er arrondissement parce que nous sommes un arrondissement très clairement ancré à gauche. Et donc nous avons des détériorations de locaux. Je pense par exemple à Radio Canu, je pense aux locaux du Parti communiste français. L'élu de gauche dénonce l'inaction de la préfecture, de l'ancien maire Gérard Collomb, mais s'inquiète surtout de l'arrivée de Marion Maréchal et de son école à la rentrée. Anne Souhaitemont, Lyon, RFI. Il est maintenant temps de marquer un terme à cette émission, à ce 41e numéro de C'est l'Info. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec le reste de l'équipe de C'est l'Info pour de nouvelles actualités. Salut à tous.